Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire, c'est IHH, le Phénix, pour parler ensemble, bien sûr, du chapitre 177 de Chainsaw Man, cette partie 2 qui concerne bien entendu Asa Mitaka, qui a un chapitre qui aura pour titre Index, étant donné que ça va disparaître, ça va partir très très loin, il y a du mystère lors de ce chapitre, et le plus grand mystère, c'est est-ce que Asa Mitaka Yoru est parti à la salle parce que son jean va exploser. Je sais pas ce qui se passe avec Tatsuki Fujimoto, mais les fesses d'Asa Mitaka, je sais que c'est un petit peu bizarre à dire, grossissent de plus en plus, c'est vraiment super chelou, mais c'est pas ça qui fait que le chapitre est excellent, enfin pour certains peut-être bien, mais c'est surtout que c'est un chapitre imprévisible, fun et badass en même temps, tout ce qu'on aime dans du Chainsaw Man, oui. C'est bien marrant. Et bien entendu, ce chapitre fait suite aux précédents événements, le sacrifice de ses deux enfants par Yoru et sa puissance retrouvée. Donc voilà, le Chainsaw Man a recraché la bouche et c'est pour ça qu'on voit des bouches de partout qui sont revenues et peut-être tant mieux au niveau du dessin parce que c'est vrai que ça nous donnait des chapitres un petit peu particuliers, mais au moins ça crée vraiment quelque chose de fou, en fait, quelque chose de peut-être jamais vu dans Chainsaw Man. Imagine si il avait mangé les yeux. Est-ce que même on aurait eu le droit à des pages toutes noires? Ça m'étonnerait même pas de la part de Tatsuki Fujimoto, mais là n'est pas le sujet. Donc là, tu la vois tirer avec sa main droite, donc des balles, mais tellement puissantes que même si le Chainsaw Man noir se protège, alors il va être envoyé valser au loin. Et ça, c'est magnifique. Vraiment, là, tu sens la puissance d'un cavalier de l'apocalypse face au Chainsaw Man. Et au passage, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, bien entendu. Et là, on va avoir le droit à un passage qui est super intéressant, c'est le passage où Asa Mitaka et Yoru vont parler entre elles, une conversation voilà, assez personnelle étant donné que, je vous le rappelle, vu qu'elles partagent le même corps, alors voilà, elles lisent leurs propres pensées. Donc, t'as le flingue et le tank qui ont été sacrifiés et Asa se dit que, voilà, en fait, tu vois qu'elle se questionne un petit peu, est-ce que c'est vraiment le meilleur pour Denji? Est-ce que c'est ça qu'il veut véritablement? Perdre le Chainsaw Man noir, qu'il soit tué? Est-ce que ça va vraiment le libérer de son fardeau? D'après Kiga, oui. Donc, voilà. Vraiment, là où c'est quand même assez particulier, c'est qu'on dirait limite une conversation interne qu'aurait une seule personne. Oui, je ne décroche pas de cette théorie assez étrange que Asa Mitaka et que Yoru pourraient être la même personne depuis le début, peut-être une autre partie de sa personnalité ou autre, ou dans tous les cas, en tout cas, ça représente extrêmement ça. À chaque fois qu'on voit des conversations de ce genre, ça marche extrêmement bien pour montrer juste les conflits internes d'un seul et même personnage. Même si là, véritablement, vraisemblablement, il y en a deux. Et donc, elle va lui demander si ça la dérange pas de transformer un de ses proches en démon, ce qui est un petit peu particulier, c'est quand même ses enfants. Et là, Yoru va répondre, de toute façon, les enfants sont les propriétés de leurs parents. Et bien que ce soit vrai dans un certain sens, c'est quand même un petit peu particulier dit comme ça, et même un petit peu flippant étant donné que là elle commence à être assez proche. Ça veut dire, est-ce que Yoru serait même capable de sacrifier une partie d'Asa Mitaka, je sais pas, de sacrifier ses jambes ou son corps ou d'autres choses en fait auxquelles Asa Mitaka tient, étant donné qu'elle ne tient même pas à ses propres enfants, elle a pas l'air de le regretter. Je me pose la question, et c'est vrai que c'est assez flippant de traîner avec quelqu'un comme ça qui a besoin de sacrifier donc ce qu'elle apprécie, ce à quoi elle tient pour devenir plus forte. Et c'est peut-être aussi l'idée de la guerre en général, en fait, tout sacrifier. Enfin, il y a une grosse notion de sacrifice à travers la guerre. C'est vrai que c'est super intéressant de la part de Tatsuki Fujimoto d'avoir fait ça. Enfin bref, voilà, il faut le dire, ça marche parce que voir la Yoru tiré comme ça fait tellement penser à Makima, même dans cette manière de contrôler, de se dire que ses enfants c'est sa propriété, et là avec les banques c'est traumatisant pour bien sûr un fan de Chainsaw Man. Et alors qu'elle va s'énerver, qu'elle va se dire, elle va crier en fait au Chainsaw Man, est-ce que ça y est, il se souvient d'elle, il se souvient de la terreur qu'elle peut provoquer, parce qu'il y a eu le grand combat, justement tu vas voir le Chainsaw Man noir qui est en train de douiller, et la page super marrante où elle est en train de le chercher à droite, à gauche, et au final, il n'est pas là.
Et c'est vrai que ça me fait me poser la question de comment le Chainsaw Man noir, c'est vrai, a réussi à gérer 4 cavaliers de l'Apocalypse comme ça. Parce que c'était quand même monstrueux ce qui s'est passé. Le héros de l'enfer. Et c'est là qu'on va retrouver donc le Chainsaw Man noir qui est parti. C'est super bizarre en fait. On dirait la scène du burger, mais de la seconde partie, la scène complètement loufoque du Chainsaw Man noir qui est en train de chercher du sang afin de se revitaliser entre guillemets. Donc il va vers un endroit où il y a une collecte de sang, il va juste prendre le panneau et le tourner dans tous les sens en espérant qu'il se passe un truc. En plus tu le vois parler, c'est complètement what the fuck, c'est juste génial. C'est vraiment du Tatsuki Fujimoto, ça n'a absolument aucun sens. Et c'est vous, et ça me fait même me poser la question de qui est réellement au contrôle, parce que c'est forcément peut-être pas juste Pochita, parce que cet acte débile, quand même, se mettre avec un panneau, demander du sang comme ça, alors que tout le monde a peur de lui, c'est un véritable démo, ça fait penser à Denji, hein. Donc est-ce que c'est les deux qui sont aux commandes? Possiblement hein, que c'est plus un mélange des deux, mais dans tous les cas, là où le chapitre il va atteindre son point culminant, c'est que Yoru, qui est déjà extrêmement puissante, qui fait quand même la différence face au Chainsaw Man noir depuis qu'elle a ses 2 nouveaux bras et qu'elle a sacrifié ses enfants, bah donc là, elle va se donner à fond. T'as un genre de rituel bizarre, et c'est ça qui est le plus fort dans Chainsaw Man, je trouve, c'est quand il y a ce côté un petit peu occulte, très particulier en fait de contrat avec des démons où justement on va voir les États-Unis, des gens qui vont regarder la télé ou autre, tu vois, qui sont tranquilles, ils vont commencer à perdre leur index. Et on va apprendre que c'est 40 000 personnes sur 3 500 000 membres de l'association des pistolets américains qui ont perdu leur index, donc leur doigt qui leur sert à tirer. Donc est-ce que c'est parce qu'ils avaient une sorte de contrat avec le Demon Gun? Est-ce que c'est parce que eux sont liés avec le pistolet? Est-ce que même rejoindre l'association c'était une sorte de contrat avec ce démon depuis le début? Ça se trouve que c'était juste un petit club dans lequel ils étaient inscrits, mais en fait ils avaient fait quelque chose d'assez particulier en signant leur contrat. Ils étaient liés au Demon Gun, et je vous rappelle qu'il y avait une partie normalement du démon flingue qui était lié aux États-Unis, qui était obtenu et que possédaient les États-Unis. Donc ça se trouve qu'ils essayaient de le renforcer. C'était aussi une question de ça en fait dans Chainsaw Man, une question un petit peu politique, les démons et leur pouvoir. Enfin bref, là c'est assez marrant parce qu'on parle des États-Unis, le pays connu pour ça, et ça semble tout à fait logique. Et là on va voir juste la Yoru se lever dans une pose hyper classe, donc pose de la Statue de la Liberté, et qui est prête à faire quelque chose d'énorme alors que la Statue de la Liberté, elle, se craquelle. Donc je me demande ce qui va se passer, mais en même temps, je vous rappellerai que dans la première partie, il y a eu une attaque, une genre de super attaque de Makima tombée du ciel et tout, un énorme rayon. Donc là, imaginez, et je trouve que c'est totalement le style de Tatsuki Fujimoto, la Statue de la Liberté se baisser et commencer à tirer sur Denji, sur le Chainsaw Man noir. Ah franchement, je le vois bien venir, hein. Ah ça, ce serait un truc énorme. Ah ça, en plus. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vraiment, c'était un chapitre jeu génial. Vous avez vu, au final, en plus, on a des choses à dire. Mais vraiment, là, on est dans le cœur d'une grande bataille de Chainsaw Man. Et pourtant, ça reste tout aussi loufoque. C'est pas juste un combat. C'est marrant et compagnie. Non, franchement, c'est du très bon pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et en tout cas, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous.